Hello, and welcome to our webinar series, Next Steps. Bonjour et bienvenue à cette série de webinaires Prochaines étapes dans la lutte contre la COVID-19 dans le milieu des soins de longue durée. Je suis Andrea Piché. Je suis responsable principale d'un programme ici à ESC et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Je suis heureuse de commencer par reconnaître que nous nous rassemblons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit, ainsi que l'occasion qui nous est donnée de nous y rassembler aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir une interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la séance en français, veuillez choisir Français à partir du menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment en utilisant la boîte de clavardage en anglais ou en français. Et nous vous encourageons à répondre aux commentaires les uns des autres dans la boîte de clavardage également. Nous nous efforcerons de répondre au plus grand nombre de questions possibles lors de la période des questions avec notre conférencière à la fin de ce webinaire. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez communiquer avec le soutien technique grâce à la fonction de clavardage. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site Internet dans les prochains jours afin que vous puissiez la revisionner ou encore partager avec vos collègues. Nous savons qu'aujourd'hui, nous marquons les funérailles de la reine Élisabeth II. Nous terminerons cette séance vers 13 heures afin que vous puissiez tous observer un moment de silence à ce moment-là, si vous le souhaitez. Enfin, nous sommes heureux d'annoncer que la prochaine phase du programme d'excellence en santé Canada visant à soutenir les soins de longue durée sera bientôt lancée. Restez à l'affût, vous obtiendrez davantage de renseignements pour obtenir du soutien visant à renforcer les soins pour les personnes qui vivent et travaillent dans le domaine des soins de longue durée. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le Dr Sharon Castellanen, qui parlera d'améliorer la capacité des soins de longue durée afin de mettre en œuvre une approche palliative de soins. Dr Castellanen est professeur et titulaire de la chaire Gladys Sharp en soins infirmiers à l'Université McMaster. Elle est membre associée du département de médecine familiale de l'Université McMaster et professeur auxiliaire honoraire à l'École de sciences infirmières et des sages-femmes de l'Université de Technology Sydney. Elle est co-directrice du programme Strengthening a Palliative Approach in Long-Term Care ou SPA-LTC, qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents et de leurs proches en établissement de soins de longue durée. Sharon, sur ce, je vous cède la parole. Hi there. Bonjour. Hi, Sharon. Welcome Oh back. my gosh. No, Excusez-moi, ne vous inquiétez pas. these are all things out of our control. Nous n'avons aucun contrôle sur ces questions. C'est d'ailleurs le cas dans les soins de santé en général. On fait de son mieux. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors, merci pour votre pugnacité, votre persévérance, malgré ces difficultés techniques. Alors, je vous ai déjà présenté, je suis vraiment emballée. Vous avez un public emballé qui s'impatiente de vous entendre. Alors, je ne prends pas plus de temps, je vous cède la parole. Merci. Eh bien, d'abord, merci à tous et à toutes d'être restés. Et Andrea, merci beaucoup d'avoir diverti le groupe tandis que j'essayais de me brancher. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, ma connexion tiendra le coup. Je me réjouis de vous parler de ce que mon équipe et moi avons fait jusqu'à présent. Alors, comme nous avons à peu près 10 minutes de retard, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais comme Elisabeth l'a indiqué dans la boîte de clavardage, visitez notre site Internet. Nous versons constamment de nouvelles ressources sur ce site Internet car nous continuons d'étoffer les composants de notre programme. Alors, pour aujourd'hui, je vais surtout expliquer pourquoi une approche palliative s'impose en soins de longue durée. Je vais également parler des modèles que nous avons examinés, qui ont été publiés, mis à l'essai en soins de longue durée. Et ensuite, nous parlerons de notre programme SPA-LTC, auquel nous travaillons depuis 8 ou 9 ans déjà. Nous travaillons avec des résidents, leurs familles et le personnel
à cette fin. Je vais parler ensuite de certaines évaluations, certaines publiées, d'autres non, mais je parlerai, quoi qu'il en soit, des évaluations de notre outil et des moyens par lesquels vous pouvez avoir accès à nos ressources. Alors, comme vous le savez, les gens restent peu de temps en soins de longue durée, moins de 18 mois en Ontario. Ici, en Colombie-Britannique et dans d'autres provinces, c'est plutôt 12 mois. Alors, cette population est une population palliative qui a moins d'1 an à vivre en moyenne. Et beaucoup de résidents mourront d'ailleurs avant que cette année ne soit écoulée. Les gens qui sont pris en charge par les soins de longue durée sont généralement plus fragiles et plus malades. Cela crée beaucoup de difficultés sur le plan du soutien pour les familles, mais aussi de la création d'un environnement paisible pour le décès. Surtout, je pense aux 70 de résidents qui ont une forme de démence, ce qui rend le soutien pour ces personnes et leurs familles très difficile. Et on ne veut certainement pas que les membres de la famille doivent prendre des décisions au nom de leurs proches en période de crise, car cela a un impact durable souvent sur le deuil. Alors, voici un article que j'ai rédigé un peu avant la COVID. C'était surtout fondé sur du travail qui avait été fait avec des collègues en Europe. Vous connaissez peut-être le programme PACE, un programme très semblable au programme SPA-LTC et d'autres programmes canadiens. Alors, essentiellement, il y a un besoin criant de formation et d'éducation pour le personnel en soins de longue durée qui veut mettre en œuvre une approche palliative. Lorsqu'on offre cette formation, celle-ci est peu étendue. 80 du personnel est constitué de préposés aux bénéficiaires et malheureusement, ce ne sont pas ceux qui prodiguent les soins. Pourtant, on sait que ce sont les préposés aux bénéficiaires qui pourraient tirer le meilleur parti de cette formation. L'autre enjeu, c'est de renforcer la capacité en créant des champions internes. Ça peut prendre la forme d'un champion en matière de soins palliatifs ou d'une équipe championne. Et par ailleurs, dans certaines provinces, on a des experts conseils en soins palliatifs et où on a des infirmiers, infirmières, praticiens, praticiennes experts. C'est ce qu'on appelle une facilitation externe. Et ensuite, du point de vue de l'amélioration de la qualité de la recherche, est-ce qu'on se sert des bons résultats? C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise vraiment les résultats recherchés à la fois par le résident et sa famille? Alors, nous avons voulu examiner tous les documents disponibles en la matière et nous avons constaté qu'il y avait 4 types de modèles en soins de longue durée pour les soins palliatifs. Et au tout début, enfin, je me rappelle, lorsque j'étais infirmière autorisée, moi, en soins de longue durée, quiconque approchait de la fin de sa vie ou était en fin de vie, souvent, on essayait de faire venir un médecin spécialisé en soins palliatifs ou encore un infirmier, une infirmière pour aider le résident en question. Et on a vite compris qu'il y avait trop peu de ces experts conseils externes pour répondre aux besoins de l'ensemble du secteur des soins de longue durée. On a compris qu'il fallait développer cette expertise nous-mêmes à l'interne en soins de longue durée, tout en restant concentrés sur la fin de vie. Alors, chemin faisant, nous avons compris, et heureusement, nous avons compris qu'il fallait commencer plus tôt. On devait commencer à parler des volontés, des valeurs et préparer les familles à la fin de vie lorsqu'ils ne sont pas aussi stressés. C'est ainsi que nous avons appliqué la philosophie de l'approche palliative. Je dirais que, bon, le temps file, mais il me semble que ça fait environ une quinzaine d'années.
Mes collègues de l'Australie, je pense, avaient environ 8 ans d'avance sur nous, mais il y a une quinzaine d'années, c'est à ce moment-là, si je me rappelle bien, qu'on a voulu renforcer les capacités et mettre en place une approche palliative accompagnée de planification préalable des soins, c'est-à-dire qu'on voulait que les gens discutent de leurs valeurs et de leur volonté, de ce qui importait pour eux le plus tôt possible. Et enfin, nous avons déterminé qu'il fallait avoir une capacité interne dans le cadre de l'approche palliative, mais aussi pouvoir faire appel à des spécialistes externes, à savoir des médecins spécialisés en soins palliatifs, des infirmières praticiennes, des experts conseils en soins palliatifs, quiconque a l'expertise qui puisse aider les établissements. Et c'est essentiellement ainsi que nous avons mis au point ce programme SPA-LTC, renforcer l'approche palliative en soins de longue durée. Et donc, nous avons tenté d'amorcer des conversations, de partager de l'information très tôt après l'admission du résident. Et on espère qu'un jour, on pourra avoir ces conversations avant l'admission pour qu'on n'ait pas besoin de parler de planification préalable des soins à l'admission, que ces choses seront faites à l'avance. Mais comme vous le voyez, nous avons une approche par étapes. Nous avons les piliers principaux. Alors, préparation au changement à venir, amélioration du confort et de la qualité de vie, et cela comprend la gestion de la douleur et des symptômes, et ensuite, tisser des relations bienveillantes. On le voit de plus en plus dans notre milieu de travail. Il faut avoir des relations durables et bienveillantes entre membres du personnel et résidents, entre membres du personnel et membres de la famille, et ainsi de suite. Et au bas du modèle, vous verrez que nous avons une série d'interventions qui se consacrent au renforcement de la capacité organisationnelle. Celles-ci sont davantage centrées sur le personnel et l'organisme. Et j'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard lorsqu'il sera question des outils. Alors, notre stratégie de recherche est fondée sur la recherche-action participative, ou RAP, qui est très semblable à un processus d'amélioration de la qualité, c'est-à-dire on fait une collecte de données, on l'évalue, on y réfléchit, on tâche de peaufiner nos outils. Et d'ailleurs, ça remonte à longtemps. Au début des années 2000, je travaillais à cette question avec Mary Lou Kelly, où nous avions un projet commun. Alors, voici un autre moyen de voir le modèle. Voici comment on structure les ressources sur le plan conceptuel selon ces 4 piliers ou volets clés que je viens d'évoquer. Tout cela se trouve sur notre site Internet si vous souhaitez le parcourir. Je sais que j'ai perdu du temps en début de séance et donc je ne veux pas en perdre davantage. Alors, nous avons mis au point un outil pour le personnel et c'est là-dessus que je vais concentrer le reste de ma communication. Alors, voici les constatations d'une étude récente où nous avons organisé un atelier pour le personnel sur la formation en matière de communication. Jane Webley, que vous connaissez sans doute, de la Colombie-Britannique, est venue à Hamilton et Toronto pour nous aider à mettre en place une nouvelle forme de communication. Elle nous a donné cette formation. Et ce que je voulais mettre en exergue, c'est que non seulement cela a-t-il été efficace, c'est-à-dire que le personnel s'est senti plus à l'aise de discuter de fin de vie avec les résidents et les familles, mais comme vous le voyez, les préposés aux bénéficiaires et le personnel de soutien étaient ceux qui avaient le confort le plus faible, le niveau de confort le plus faible avant l'atelier. Mais après l'atelier, c'est ceux qui ont connu la plus grande progression. Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment aider le personnel de première ligne, comme les préposés aux bénéficiaires et le personnel de soutien. Ce sont eux qui sont rarement invités à des séances de formation et qui en ont désespérément besoin. Alors, nous avons mis au point une série de 8 modules d'apprentissage en ligne
Ça, c'est pour une des études qui a été financée par l'entremise d'Excellence en Santé Canada récemment. Nous avons donc d'ailleurs préparé une foire aux questions que nous utilisons pour une autre étude, mais ces modules sont accessibles en ligne. Ils sont libres d'accès, vous n'avez qu'à cliquer. Vous devez vous inscrire, donc mettre votre nom et votre adresse électronique, mais ils sont gratuits. Et à la toute fin, vous pouvez même obtenir un certificat. Alors, il s'agit surtout d'une approche palliative. Elizabeth Antefo est l'auteur de ce projet. Elle a fait un travail formidable. C'est une autre spécialiste de la Colombie-Britannique. Alors, comme je disais, ces modules sont gratuits, libres d'accès, et donc je vous encourage vivement à les consulter. Et ce qui est bien avec les modules, c'est qu'ils ne sont pas à l'intention exclusivement du personnel de soutien. On les a mis au point pour le personnel de soutien. Il est préposé aux bénéficiaires. Et vraiment, ils sont brefs, moins de 15 minutes, de sorte que le personnel puisse les suivre lorsqu'ils ont le temps. Alors, on aimerait avoir votre rétroaction si jamais vous les consultez, car on cherche toujours à améliorer ces ressources. Alors, l'autre ressource dont on s'est servi, qu'on a trouvé très réussie pour renforcer la capacité interne, c'est l'utilisation détournée de soins de confort. Alors, je vais être honnête, ce n'est pas une activité de notre cru, ça vient d'un expert conseil, d'une experte conseil, Nikki Turner, qui vient de prendre sa retraite, mais qui avait travaillé avec moi dans le passé. Et c'est elle qui a créé ce concept. Et nous avons travaillé avec elle et nous avons obtenu des résultats formidables. Ça dépend vraiment de l'établissement, de la fréquence à laquelle on s'adonne à ces tournées, quels sont les sujets à aborder. Et certaines résidences, certains établissements en ont fait un peu un caucus autour du poste de soins infirmiers. Alors, plutôt que de demander aux gens de se réunir ailleurs, on les réunit tout près du poste de travail, tandis qu'ils s'adonnent à leurs activités. C'est une excellente occasion de demander au personnel qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas très bien passé, quels sont les enjeux actuels. Est-ce que vous avez, par exemple, un résident qui a des difficultés sur le plan du contrôle de sa douleur? Et donc, vous pouvez ensuite avoir un expert conseil, soit interne ou externe, pour faciliter la conversation, encadrer le personnel. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez consulter cet article. Ici, vous avez de nouvelles ressources. Dr. Abigail Wilson-Griffith de l'Université de Regina a mis ces choses au point pour le personnel. C'est fondé sur les enjeux qui sont le plus souvent soulevés par les membres du personnel. Donc, cela sert à former le personnel. Il s'agit d'être un peu plus proactif. C'est très détaillé et cela donne au personnel une série de questions que l'on peut poser. C'est une forme de formation, en fait, de module de formation pour les tournées de soins de confort. L'autre chose que nous avons mise au point, nous avons trouvé un expert en TI qui nous a aidé à mettre au point ces modules de formation. Alors, on les appelle Polish Your PSW and HSW Practice. Là, on vise vraiment à cibler le personnel de soutien et les préposés aux bénéficiaires. Voilà les enjeux les plus souvent soulevés à partir des audits de dossiers que l'on faisait. C'est quelqu'un de McGill qui a piloté le dossier. Donc, nous avons mis au point ces scénarios d'après les enjeux les plus souvent, comme je le disais, plus souvent soulevés. Et c'est un module virtuel, donc vous le faites à loisir
Et ça permet vraiment de renforcer les capacités. Comment communiquer efficacement avec les résidents et leurs familles, comment gérer leurs questions et comment gérer leur niveau de confort dans ces situations. Alors, je ne sais pas si c'est encore sur notre site Internet. Si ce n'est pas le cas, ce le sera très bientôt. C'est un bon moyen de renforcer la capacité du personnel. J'insiste sur les préposés aux bénéficiaires et le personnel de soutien, mais honnêtement, je pense que même les infirmières pourraient profiter de ces ressources. J'essaie de les présenter aux étudiants et étudiantes au premier cycle, car c'est mieux que le néant actuel dans la formation des infirmières. Alors, nous avons des vidéos formidables qui viennent à peine d'être publiées il y a quelques mois. La première se concentre sur les soins centrés sur la famille et elle a été tournée en période de COVID. Dr. Paulette Hunter et Dr. Abigail Wixon Griffiths ont un réseau formidable de proches aidants ressources et d'experts qui travaillent ensemble. Et donc, ce groupe a mis au point bien des vidéos. Il se concentre surtout sur l'encouragement aux soins centrés sur la famille. Alors, nous avons des vidéos sur notre site Internet, dont la première. Ensuite, la deuxième vidéo, le Dr. Sandy Shaman. Vous connaissez probablement la Dr. Sandy Shaman, qui est directrice des soins de l'approche palliative d'un grand groupe qui est également elle-même médecin spécialisé en soins palliatifs. Donc, il s'agit ici d'une vidéo qui vise à expliquer ce qu'est une approche palliative très simplement pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et enfin, Dr. Shane Sinclair de l'Université de Calgary, vous le connaissez sans doute, c'est un conférencier hors pair qui a fait beaucoup de travail sur le plan des soins bienveillants, et Margaret Keatings, qui est proche aidante de ressources pour notre étude. Tous les deux se trouvent dans cette vidéo et ça vaut vraiment le détour. Une chose qu'on a constatée dans un grand nombre de nos projets, c'est que souvent, on ne se concentre pas assez sur les soins spirituels. Il faut encadrer les résidents et leurs familles à tout point de vue, dans le point de vue spirituel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu produire cette vidéo. Et Shane Sinclair vous dirait, les soins spirituels, ça ne signifie pas forcément un pasteur, un révérend, un prêtre, un rabbin. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le quotidien pour encourager les soins spirituels. C'est quelque chose que je trouve vraiment astucieux. Et si vous aimez les balados et que vous devez conduire longtemps ou prendre le transport en commun très longtemps pour vous rendre au travail, eh bien, nous avons une série de balados. Il est question des diverses fonctions en soins de longue durée, les divers domaines. On a des entretiens avec des spécialistes comme Sandy Shaman. On interviewe des préposés aux bénéficiaires. On a une infirmière, des proches aidants ressources, des experts conseils en soins palliatifs. Alors, ces balados sont très populaires et nous ajoutons constamment de nouveaux épisodes. Dans un des derniers épisodes, il est question de récréothérapie, de ludothérapie. Alors, j'ai un peu parlé du travail que nous avons fait pour renforcer la capacité du personnel de soutien des préposés aux bénéficiaires, mais nous avons aussi des outils qui ont été mis au point pour aider les résidents et les familles. Voici une des toutes premières ressources. Le Dr. Sussman et moi-même avons vite compris dans le cadre d'une de nos toutes premières études que les familles avaient besoin de plus d'informations, à savoir à quoi s'attendre dans le cadre de cette approche palliative.
ils cherchaient de l'information. Le personnel nous disait que c'était important, mais ils n'étaient pas forcément à l'aise eux-mêmes d'avoir ces conversations. Alors, nous avons décidé de mettre au point ces dépliants. Il y en a 5 au total. Ce sont pour des affections courantes en soins de longue durée. Ces dépliants peuvent être téléchargés. Chacun des dépliants tient sur 2 pages dans le cadre, mise au point dans le cadre d'un programme de essai facile à imprimer. Et d'ailleurs, les familles sont généralement très heureuses de pouvoir les consulter. On a reçu des commentaires très louangieux à leur égard. Alors, ce que nous avons fait dans certains des centres, c'est de les rendre disponibles à tous les résidents, tous les membres de leur famille, lorsqu'ils ont besoin de cette information. C'est à portée de main. Parfois, le personnel aussi les lit. Ils ont été approuvés par un grand nombre de spécialistes et ils sont disponibles en français aussi. Et on les a adaptés à 6 ou 7 provinces. Un des dépliants concerne les ressources, alors nous avons adapté ce dépliant à ce qui était disponible dans la province en question. Alors, nous avons publié 2 articles au sujet des dépliants. La rétroaction est toute positive de la part des familles, mais là où on a eu un peu de mal, c'est-à-dire que les familles ont trouvé que ça permettait de réfléchir aux questions posées, mais ils n'ont pas forcément amorcé de conversation avec leurs proches en soins de longue durée. Alors, c'était, si vous voulez, une connaissance un peu passive, ce qui est quand même très bien, mais on estime qu'il est important pour les familles de commencer à discuter avec les résidents et avec le personnel pour que ces conversations aient vraiment lieu. Et donc, nous avons entamé une autre étude en se servant d'un guide de discussion. Ah non, excusez-moi, j'ai pris de l'avance. Il sera question de l'amorce de conversation un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le guide de discussion. Ce que nous avons mis au point, bon, c'est qu'on savait que le personnel devait pouvoir répondre aux questions des proches. C'est la raison pour laquelle on donne des dépliants aux familles pour qu'elles les lisent, mais lorsqu'ils posent des questions au personnel, le personnel doit pouvoir y répondre, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, nous avons mis au point ces guides de discussion à l'intention du personnel pour que le personnel se sente plus apte à répondre aux questions qui découleront de la connaissance issue de ces dépliants. Alors, guide de conversation, à présent, celui-ci a été mis au point aux États-Unis. Vous le connaissez peut-être. Ce que Tamara et moi apprécions de ce guide, c'est que c'était axé sur les personnes atteintes de démence. En orange, le guide pour les résidents et violet, c'était le guide pour les proches des résidents. Ou alors, lorsque les résidents ne sont plus capables d'avoir ces conversations, c'était un moyen pour les familles de passer du temps à réfléchir à des décisions qu'il faudrait prendre ultérieurement dans la trajectoire de soins du résident qui approche de la fin de sa vie. C'est un livret très simple. Nous l'avons un peu modifié pour qu'il corresponde à la réalité canadienne. Il a été traduit en français. Je ne sais pas si cette version est disponible sur notre site Internet, mais je suis certaine que le Dr Sussman l'a dans ses dossiers. Il s'agissait de préparer les gens à avoir une conversation. Comment se préparer, comment amorcer la conversation. Et ensuite, vous avez l'action. Il s'agit de préparer les résidents et leurs familles aux questions qu'il faut poser et les encourager à parler de ce qui est important pour eux et elles.
Dans quelle mesure veulent-ils participer à ces décisions importantes, des décisions sur la fin de vie qui auront lieu, mais donc il s'agit de s'y préparer à l'avance. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que les résidents qui sont servis du guide, et d'ailleurs 44 résidents l'ont rempli, ce qui est formidable. 3 résidences ont participé à cette étude et nous avons eu beaucoup de chance. 44 résidents ont choisi d'y participer. Alors, nous avons trouvé qu'après avoir lu le guide de discussion, les résidents posaient davantage de questions de la part de leurs prestataires de soins de santé. C'est formidable. Ils étaient plus mobilisés, ce qui est précisément ce que l'on cherchait de leur part. Et pour les familles, eh bien, on a été un peu étonnés au départ. On s'est servi d'un outil sur l'auto-efficacité chez les familles et les familles se sentaient plus confiantes au début, mais après avoir rempli le cahier, elles se sentaient moins confiantes. Alors, ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, mais quand on y réfléchit, c'est logique, car les proches commencent à se renseigner par rapport aux questions qu'il faut poser, aux décisions qu'il faut prendre. Alors, le cahier était un moyen de déclencher chez ses proches une conscientisation des questions qu'il faudrait poser. Donc, pour finir, on était très heureux de ce constat et on espère que ses proches ont continué de poser des questions pour obtenir plus d'informations et que, éventuellement, leur niveau de confiance s'est accru. Alors, le guide était une initiative de planification préalable des soins pour les résidents lorsque ceux-ci sont aptes à prendre ces décisions. Mais comme on le sait, en soins de longue durée, la fenêtre de temps pendant laquelle on peut avoir ces conversations est assez mince. Alors, il était question d'objectifs de soins et de consentement, et c'est ce à quoi on a voulu s'attacher dans le cadre de nos travaux sur les soins palliatifs. Et on l'a appris de nos collègues de l'Australie. Réunir les familles avec le personnel et les résidents, si le résident est apte à prendre des décisions, c'est important pour que ceux-ci puissent tous ensemble poser des questions, obtenir des réponses et obtenir du soutien de la part du personnel pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées par rapport à ce qui se produira en fin de vie pour le résident. Nous nous sommes servis d'un guide pour déclencher ces réunions. Ces réunions ne sont pas habituelles, si vous voulez, elles sont extraordinaires, elles sont prévues pour les patients en fin de vie. Dans le cadre de l'étude actuelle, on a ces conversations cependant avec 50 des résidents. On essaie d'avoir ces conversations avec les résidents et leurs familles bien avant le décès du résident. Mais comme vous le voyez, il s'agit surtout de fournir des renseignements et on veut que la famille soit vraiment au cœur de ces conversations pour qu'on réponde convenablement à ses besoins. Alors, voici notre premier projet pilote sur le programme SPA-LTC et ces résultats sont vraiment attribuables, à mon avis, à ce que je présentais sur la diapo précédente, la réunion sur les soins palliatifs. Les résidents qui avaient eu cette réunion, 82 des résidents participants qui avaient pris part à une réunion sur les soins palliatifs avant leur décès, donc parmi ceux qui avaient eu cette réunion, on a vu une réduction des visites aux urgences de 55 dans la dernière année de vie, ce qui est formidable, et également une diminution de 72 des décès de résidents à l'hôpital. Alors, on essaie d'éviter les décès à l'hôpital. On souhaite pour les résidents qu'ils puissent mourir
dans le centre où tout le monde les connaît avec leur famille autour d'eux. Alors, on pense que les réunions sur les soins palliatifs ont permis d'apaiser les inquiétudes et les angoisses des familles. À l'effet qu'on peut faire beaucoup dans les soins de longue durée pour avoir une mort paisible. Alors, ces résultats sont vraiment emballants pour nous. On est heureux de pouvoir éviter des déplacements à l'hôpital pour les résidents. Il y en aura qui seront inévitables. On estime que 12% à peu près, je pense que euh, ce sont les chiffres évoqués par la littérature scientifique. Il y a certaines familles qui préfèrent que leurs proches meurent à l'hôpital et puis il y a certains transferts qui sont inévitables. Donc, on estime que ce sera environ 12%. Alors, il ne reste plus que 15 minutes. Alors, voici une autre ressource. C'est un cahier qui s'adresse aux résidents atteints d'Alzheimer. Le cahier initial a été mis au point par Marcel Arcan, un médecin en soins palliatifs de Laval, qui a pris sa retraite, mais qui a travaillé avec nous à ce cahier. Nous l'avons adapté récemment pour une autre étude. Nous travaillons avec 5 autres pays dans le cadre de cette étude qui se servent du même cahier. Et d'ailleurs, ce cahier a été traduit, je pense, en 10 langues. Son intention est d'éclairer les familles qui ont des questions par rapport à la démence et l'Alzheimer. Elles veulent savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'elles doivent manger, comment gérer la douleur. Beaucoup de questions courantes et très importantes. Nous avons aussi une feuille de questions incitatives. Ce sont des questions qui s'harmonisent bien au cahier. Des enjeux sur lesquels les familles veulent se renseigner. Alors, avoir des questions explicites, ça permet aux familles, si vous voulez, d'avoir l'autorisation de vous poser des questions. Ou ça leur rappelle, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être quelque chose que je voulais poser. Alors, ces 2 études sont sur le point d'être conclues, mais le cahier lui-même est formidable. Marcel a fait un travail formidable. Nous l'avons un peu adapté, mais vraiment, il a fait un travail formidable. Et d'ailleurs, cet outil est en ligne. Marcel a aussi une vidéo de formation. On l'a filmé. Alors, vous pourrez le voir présenter ce guide. Il est dans les 2 langues. Il a été mis au point en français au départ, donc il est disponible en français. Il a été traduit en anglais. Alors, essentiellement, nous avons beaucoup appris de la COVID. Les soins de longue durée ne seront plus jamais les mêmes. Je pense que les gens comprennent à présent quelles sont les difficultés vécues par les établissements de soins de longue durée. Et à plus forte raison, lorsqu'on veut mettre en place une approche palliative. Nous avons créé un partenariat avec l'Association canadienne de soins palliatifs pendant la COVID. Nous avons voulu recenser les outils. C'était pour la COVID, mais ces outils sont très pertinents, même en dehors de périodes de pandémie. Alors, si cela vous intéresse, il y a un lien affiché à l'écran que vous pouvez consulter à loisir. L'autre enjeu, on sait à quel point il faut aider le personnel des soins de longue durée. Ce qu'a vécu ce personnel en période de COVID est vraiment épouvantable. Et maintenant, en travaillant avec les centres et en voyant les pénuries de personnel, le surmenage, le personnel qui s'accroche, mais honnêtement, il faut faire quelque chose pour eux, étant donné le nombre de décès qu'ils voient. Et parfois, ce ne sont pas des décès paisibles non plus. Alors, il est important de soutenir le personnel. Cette approche palliative doit aussi les aider dans le contexte du deuil qu'ils vivent régulièrement avec les résidents qu'ils perdent. Vous avez peut-être entendu parler de débriefage dirigé. Cela fait partie de nos tournées de soins de confort également, mais on peut organiser des débriefages dirigés distincts. Vous pouvez observer une vidéo sur YouTube. Voici Jill Hockley de l'Écosse
C'est une chef de file dans la mise en œuvre d'un programme hors pair en matière de soins de longue durée. Alors, c'est une vidéo d'un débriefage dirigé réel. Et donc, nous avons travaillé avec le groupe PACE pour l'adapter, pour que ça devienne une vidéo d'enseignement. Cette vidéo ne dure plus que 12 minutes pour les animateurs et le personnel qui veulent se renseigner sur le débriefage dirigé. C'est une vidéo formidable. Et ensuite, nous avons un aide-mémoire en 2 pages pour le personnel qui souhaite organiser ces séances de débriefage dans leur résidence. Et nous espérons que cela se fera. Nous espérons que ces pratiques deviendront de plus en plus communes. Décrivez l'événement, comment vous êtes-vous senti. On espère que cela permettra de dégager des pratiques exemplaires et que le personnel se sentira plus épaulé. Au fil de ces expériences, on ne veut pas que le personnel soit affligé par le deuil pendant des semaines. Alors, un des axes focaux, c'est assez clair, et la COVID l'a certainement mis en relief, il faut se concentrer sur un modèle de soins psychosocial. Il faut apporter un aspect spirituel, une amélioration de la communication et des soutiens d'ordre affectif également, surtout auprès des familles. Bon, on entend de plus en plus les proches nous dire qu'ils ont besoin de plus de soutien et nous le comprenons. Cela doit faire partie de l'approche palliative. Alors, je vais vite car je veux que nous ayons le temps de prendre vos questions. Un de mes grands rêves, c'est que on ait une communauté bienveillante de soins de longue durée, c'est-à-dire qu'on puisse démanteler les murs des établissements de soins de longue durée pour établir un contact plus étroit avec la collectivité. J'ai écouté Alan Kelleher prendre la parole il y a quelques années à cet effet. Je pense que nous pouvons faire beaucoup pour que les soins de longue durée soient plutôt vus comme un hospice. Comment établir un lien entre les musées des beaux-arts, les écoles, et ne pas isoler les établissements de soins de longue durée comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, quelques ultimes réflexions. Il faut renforcer les capacités en soins de longue durée à l'échelle du système. J'ai présenté quelques outils et ressources pour le faire. Ça, c'était la partie facile. La partie plus difficile, c'est de mettre en œuvre ces outils, de trouver du temps pour que le personnel puisse se renseigner, apprendre, puis ensuite mettre en pratique ces nouvelles connaissances. Il faut miser davantage sur les soins centrés sur la famille selon un modèle psychosocial. Et il faut intégrer les établissements de soins de longue durée dans la collectivité. Alors, nous approchons de la fin. Je voulais simplement vous dire quelques mots sur notre communauté de pratique. C'est une initiative qui a été mise en œuvre en collaboration avec l'Association canadienne de soins palliatifs. C'est une rencontre mensuelle très informelle. C'est un groupe formidable. L'année dernière, nous avions beaucoup de nouveaux venus et nous continuons d'élargir le cercle. Nous réseautons avec toutes sortes de personnes qui s'intéressent aux soins palliatifs et aux soins de longue durée et on y apprend beaucoup. Et nous avons aussi une alliance PA-LTC fondée par Santé Canada. Alors, j'espère que vous souhaiterez vous joindre à nous dans le cadre de cette alliance. Notre objectif, ce n'est pas de la recherche, mais plutôt l'application des connaissances. On veut faire connaître notre approche à l'échelle du pays. On a des fonds, mais si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi, il y a aussi un lien sur notre site Internet. Et voilà, je crois que cela conclut mes diapositives. Formidable, bravo, bravo Sharon. Voilà un aperçu, un survol rapide
de vos travaux et nous en avons beaucoup profité. Vous avez reçu beaucoup de questions par rapport aux ressources que vous avez présentées. Alors, je vous annonce que nous allons partager toutes les ressources qui faisaient partie de la communication de Sharon dans le cadre du courriel de suivi qu'on enverra à tous les participants. Il y avait aussi une question sur l'accès aux ressources en français. Et Sharon, je sais que vous avez déjà signalé qu'une bonne partie des ressources étaient déjà traduites. Alors, j'espère que sur le site de SPA LTC, que vous trouverez des ressources en français. Alors, nous avons quelques questions, puis il ne reste plus que quelques minutes avant de devoir conclure. Et d'ailleurs, nous avons aussi quelques questions de sondage à vous poser. Une question qu'on a reçue concerne vos travaux de recherche avec sur le guide d'amorce de conversation. On voulait savoir comment vous avez inclus l'aspect social dans l'élaboration de ce guide. Ah, excellente question. J'ai parlé de Tamara Sussman. Dr. Sussman est travailleuse sociale et ne serait pas heureuse que je ne dise pas que nous avons beaucoup fait de recherche avec les travailleurs sociaux. Le travail social et la mobilisation des travailleurs sociaux est vraiment fondamentale. Les travailleurs sociaux doivent participer, entre autres, aux réunions de soins palliatifs. Dans certaines de nos études, ce sont d'ailleurs les travailleurs sociaux qui dirigent ces conversations. Le problème, c'est que ce ne sont pas tous les établissements qui ont des travailleurs sociaux dans leur effectif, mais notre programme SPA n'est pas dirigé à un type de profession. Tout le monde peut en profiter. Et Dr. Tamara Sussman a beaucoup travaillé à ces questions. Comme je disais, les travailleuses sociales. Alors, si ces publications vous intéressent, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous enverrai des liens vers ces articles. Mais il s'agit de soins bienveillants et de toutes sortes de ressources qui visent à avoir des conversations bienveillantes. Alors, avant de passer à nos questions de sondage, une toute dernière question. Si vous avez une question, en fait, si vous avez une réponse rapide, c'est formidable. Il y a une question sur les soins de fin de vie et le fait qu'on veut renforcer les soins palliatifs avant les soins de fin de vie. Avez-vous des ressources précises pour cela? Oui, bon, c'est là que la planification préalable des soins prend tout son sens. Avoir une amorce de conversation, c'est une chose. Le dépliant également peut être utile, mais notre rêve, c'est que les dépliants que j'ai évoqués soient distribués à l'admission ou au moins dans la réunion sur les soins palliatifs suivant l'admission qui, je l'espère, aura lieu dans le mois de l'admission. Il est question des concepts généraux de l'approche palliative. Et si on pense vraiment aux soins centrés sur le résident et sa famille et qu'on commence ces travaux dès l'admission, je pense que cela permettra de résoudre beaucoup de problèmes également. Il faut vraiment se centrer sur les besoins de la famille. Ce sont ces besoins qui doivent orienter nos travaux. Merci, merci Sharon pour cette communication formidable. Merci à vous tous d'avoir participé au webinaire. À présent, notez à votre calendrier le prochain épisode de notre série sera le 19 octobre. D'ailleurs, ce sera la semaine sur la sécurité des patients. Il sera question de sécurité des patients. Quelle est la nature de vos soins? Sont-ils sécuritaires et comment renforcer les capacités en matière de sécurité en partenariat avec les prestataires, les patients et les partenaires de soins essentiels? Nous avons quelques questions à vous poser. Veuillez y répondre. D'abord, le webinaire contenait de l'information utile. Ensuite, vous comptez transmettre cette information à d'autres personnes. Ensuite, vous vous sentez davantage renseigné. Et quatrièmement, si vous souhaitez qu'on couvre un sujet. Et d'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui est le résultat d'une réponse à cette question 4. Et ensuite, cinquième question, quel est votre genre, si vous souhaitez répondre à la question. Alors, merci de nouveau, merci, Dr. Sharon Castellanen, merci à vous, notre public. Voilà qui met fin à l'événement d'aujourd'hui. J'espère que vous passerez une excellente fin de journée. Merci et au revoir.